Mes yeux ont goûté à ce délicieux et précieux paysage et ont gardé en leur mémoire de doux souvenirs. Depuis 16 ans, je me laisse emporter sur les chemins étroits d'un cirque de falaises. J'apprécie voir l'eau couler devant mes pieds, la suivre, l'écouter, sentir la puissance de l'eau qui s'élance entre les arbres. Regarder chaque tronc d'arbre, se sentir tout petit, minuscule, face à ces géants qui recouvrent tout le vallon. Blotti au creux d'une vallée, se cache un village où, tard, le soir, les oiseaux terminent leur chant délicat. Je me suis peu à peu attaché à Hotoir. Je me suis senti vivant parmi les vivants. Ces maisons à colombages, ces toits à 4 pentes et couverts de tuiles brunes, ces vieilles demeures font d'Hotoir le petit Versailles du Lot. Pourtant, je n'avais pas envie de raconter son histoire par son architecture. Depuis tout petit, je suis intrigué par ces gens qui font vivre et grandir chaque année le village. J'avais envie d'écouter ceux qui l'ont forgé, ceux qui ont vécu une partie de leur vie ici. Alors je me suis tourné vers eux, ceux qui chaque matin se lèvent pour faire vivre Hotoir. Ceux qui nous nourrissent, qui nous habillent, qui permettent aux touristes de se sentir bien, ceux qui ont continué le métier de leurs parents et ceux qui sont tombés amoureux de l'un des plus beaux villages de France. Le métier d'un être humain représente une grande partie de sa vie. Alors j'avais envie de comprendre la vie du village à travers leur histoire. J'avais envie de savoir comment leurs métiers ont évolué au fil des années. Ont-ils eu le sentiment parfois de se sentir seuls, d'avoir envie de tout arrêter, ou au contraire de continuer sans relâche ce qu'ils mènent du matin au soir, chaque jour. Quand j'ai commencé, il y avait 6 vaches à la grange. Mais par contre, on faisait beaucoup de polyculture et de fruits. On faisait de la prune reine Claude, on faisait de la noix, on faisait des céréales, on faisait toute l'alimentation pour les bêtes aussi. On faisait de la vigne. Et puis petit à petit, les parents qui aidaient ont vieilli, ils n'ont pas pu. Et puis il a fallu éliminer beaucoup de choses, dont les fruits. Et maintenant, c'est essentiellement l'élevage et les noix. C'est-à-dire, je suis allée à l'école jusqu'à 14 ans, à Hotoir. Ensuite, je suis revenue chez mes parents, je suis restée chez mes parents. Et alors, j'ai travaillé un peu, j'aimais toujours le travail de la terre, j'ai toujours aimé. Alors, on avait les coteaux qui étaient tout en vigne, là, dans le temps. Alors, il y avait beaucoup de travail. On prenait du personnel pour piocher la vigne pendant des mois, parce que c'est tout en pente. À l'époque, il n'y avait pas de tracteur avec les roues motrices. Donc, il fallait piocher à la main. On avait des journaliers pendant plusieurs temps, à la saison. Et puis, voilà, alors moi, j'ai continué un peu dans la vigne pour quand il fallait pamprer, il fallait attacher la vigne, tout ça. Et c'est un travail qui me plaisait, quoi. On avait quelques vaches. Et alors, on avait des prés, et à la saison, il fallait faire le foin. Et puis, les vaches, j'allais les garder. Je descendais là-bas, à l'embranchement de Saint-Céré, ça faisait 2 kilomètres. C'est pas en ce moment qu'on pourrait faire ça avec toutes les voitures. Je prenais mes vaches, je partais à 1h30 de l'après-midi, et je rentrais le soir vers les 6h avec mes vaches. Ça faisait de la route, hein. Et bien voilà, c'était comme ça, parce qu'il n'y avait pas non plus, on les gardait parce qu'il n'y avait pas les clôtures électriques, tout ça à l'époque, bon. Alors, voilà. Elle a commencé du temps de mon grand-père et de mes grands-parents.
et en 1936. Voilà. Alors après, après mes grands-parents, ça a été mon père qui avait repris l'exploitation. Et moi, je suis rentré dans l'exploitation en 1978. Non, ça fait l'année que je me suis marié. En 1975, je suis rentré dans l'exploitation. Et j'ai pris l'exploitation à mon compte en 1986. Et c'est là où on a vraiment développé le troupeau de chèvres, parce qu'on a quand même, nous 200 chèvres là, et on a quand même 45 vaches laitantes derrière. Ce qui fait que bon, on a de l'occupation pour tout le monde. Alors moi je me rappelle, je vais parler de ce que je sais, puisque sur ce Gonzac, il y avait beaucoup de petites exploitations. Il y avait des exploitations qui avaient 7, 8, 10 hectares, et il y avait de l'entraide, les gens cédaient, parce que pas toujours très bien équipés au niveau du matériel. Souvent les interventions demandaient encore pas mal de main-d'œuvre, donc les gens ils se cédaient, ils se voyaient très souvent. Et quand la mécanisation est arrivée après les années 80, chacun a pu au moins avoir une certaine autonomie au niveau du travail. Donc le matériel a beaucoup évolué aussi à partir de ce moment-là. Et donc on travaille avec, et puis en plus, comment dire, beaucoup de ces petites exploitations, mais les gens sont tombés à la retraite, les parcelles ont été reprises, donc forcément les quelques exploitants qui sont restés se sont un petit peu grossis, enfin ont pris un peu plus d'ampleur. Donc ça a aussi nécessité d'avoir du matériel un peu plus performant, quoi. Donc la mécanisation a bien évolué, enfin a permis justement que les exploitations grandissent. Mais avec le deuxième côté, c'est que au niveau du voisinage, on se voit un peu moins. On se voit toujours, il n'y a pas de problème, mais on travaille très très peu ensemble. Chacun a un peu son autonomie, on va dire. Voilà. On se trouve donc dans un pré où j'ai coupé donc le foin il y a 3-4 jours, voilà, je ne l'ai pas touché, donc c'est pour faire des provisions pour l'hiver prochain, voilà, pour donner aux bêtes pendant l'hiver. Et donc là je ne l'ai pas touché depuis que je l'ai coupé, en vue de le préserver au maximum, de garder les plantes totalement intactes. Lorsqu'on va défaire les balles de foin l'hiver, après c'est comme un herbier. On a les plantes qui sont entières, on a les fleurs, on a les feuilles, on a tout, et les bêtes se régalent. C'est musical. Moi je rigole toujours quand on me dit que c'était mieux avant, parce qu'avant quand on a vu, déjà moi quand j'étais jeune c'était déjà pénible, mais encore avant c'était pas non plus, ils n'étaient pas forcément non plus à 35 heures. Hein. Donc et le travail était quand même plus physique, on va dire, plus pénible que maintenant. Après, d'un autre côté, il faut en faire plus, donc c'est ça le problème. Mais les conditions de travail ont quand même pas mal évolué. On a eu moins de poids. Avant, quand il fallait charger les remorques à la main, de foin, on rentrait les betteraves ou moissonner en faisant les gerbes à la faucille, c'était quand même notre métier. Donc ça a bien évolué. Mais ça reste un métier d'extérieur, mais bon, on peut pas vraiment dire qu'on a forcément tout à fait le même métier que dans le temps. Après les animaux c'est toujours pareil, mais pour certaines choses, on est bien content que ça ait changé un peu les choses.
Le paysan a beaucoup moins de temps déjà, même si mon père n'en avait pas beaucoup, a beaucoup moins de temps pour lui. Le temps de prendre le temps, tout simplement. Voilà. Ça, aujourd'hui, on court partout. L'exploitation, elle est 2 fois plus grosse en surface qu'elle ne l'était du temps où c'était mon père. Et au final, on a de moins en moins de temps pour au final avoir moins de revenus. Parce que les générations de mon père, ceux qui n'ont pas fait n'importe quoi et qui ont bien calculé leur truc, ils ont bien gagné leur vie. Mais bien. Ça s'est très bien passé pour eux. Et aujourd'hui, mettre de l'argent de côté, ça c'est impossible. J'ai fait une croix dessus, ça fait un moment. Pourtant, c'est comme ça que je voyais les choses, moi aussi, hein, pour plus tard. Mais ouais, l'évolution, elle est pas belle, l'évolution. Hein. Moi, je pratique pas la paysannerie que pratiquait mon père. Je m'efforce, mais on est obligé de composer avec des éléments qui n'entraient pas en compte à ce moment-là, quoi. C'est depuis des décennies, à ce moment-là on faisait ça, à ce moment-là on faisait ça, c'était comme ça, c'était presque une routine qui se transformait, qui se transmettait de génération en génération. Maintenant, faut essayer de viser juste, pour essayer de sortir un produit le meilleur possible. C'est pas simple. Depuis 20 ans, disons qu'on a repris, on a fait évoluer les choses un peu différemment, surtout peut-être par rapport à certaines productions qui n'existaient pas, et aussi du fait qu'on s'est carrément tourné vers la vente au détail au fil des années. Alors qu'avant, l'exploitation de nos parents était, disons, à moitié vente au détail, à moitié vente en gros et demi-gros. Vente à des fleuristes et vente aussi sur le marché de gros de Toulouse. Donc c'était un petit peu différent au niveau des productions et au niveau de la taille des plantes et de plein de choses. On a repris l'exploitation telle qu'elle était, donc notre exploitation elle est scindée en 3 morceaux, c'est-à-dire qu'on a ici le siège social et on a 2 annexes. Et au niveau du travail, ça complique beaucoup les choses. Et, en fait, c'était comme ça avant, mais vu que maintenant on n'est que 2, c'est encore plus compliqué. L'apiculture de mon père n'a pas grand chose à voir avec celle que je fais aujourd'hui en fait. Je m'attendais d'ailleurs pas tellement à ça quand je me suis installé. Moi je pensais que j'allais un petit peu reprendre la relève et puis travailler pareil quoi. Sauf que le problème c'est que ce qui a failli faire arrêter mon père, c'est que l'apiculture d'il y a 30 ans ne marche plus aujourd'hui quoi. Parce qu'il y a des nouvelles maladies, il y a des nouveaux parasites, il y a des nouveaux trucs qui fait que les abeilles périclitent franchement. Et du coup, l'apiculture d'avant, c'était pas un métier à part entière, on va dire, dans la plupart du temps, dans le sens où, comme mon père, il avait des vaches, ça c'était son activité à part entière. Les ruches, il allait juste poser des réos pour mettre du miel au début de la saison, puis à la fin de la saison, en août, il récoltait tout d'un coup, il faisait qu'un seul miel. Voilà, il travaillait avec de l'abeille locale, plutôt très agressive, et il travaillait en chemise, short, voilà quoi. Là, maintenant, c'est plutôt, moi je travaille beaucoup sur la génétique, je fais de la sélection, j'essaye vraiment d'avoir des abeilles le plus doux possible et le plus productif possible. Malgré tout, moi j'aime pas les piqûres, donc tu vois, je travaille en combinaison intégrale, déjà rien que ça, c'est une grosse différence avec l'apiculture de mon père. Et puis voilà, ouais, c'est plus technique. Mon père n'élevait pas ses rennes, moi je fais de l'élevage de rennes forcément pour cette sélection. Enfin voilà, c'est plus du tout l'apiculture d'avant. Et c'est quoi qui vous passionne le plus dans votre métier ? Les animaux, c'est vrai que quand on est éleveur de vaches, on pratique comme là, en plus
Je les ai, toutes les vaches qu'on a, à 90% ou 95%, je les ai toutes vues naître, quoi. Donc c'est comme quand on a, je sais pas moi, un cheval, un chien, un chat, puis nous, à part que nous c'est pour du revenu, quoi, mais c'est l'amour des animaux aussi. Et puis comme pour les noyers, je veux dire, le noyer on l'a planté, on l'a fait pousser, on vit de ses fruits, donc ça crée une passion, quoi. Voilà, on y est attaché, quoi. Donc ça se fait tout seul, ça. C'est l'habitude, quoi. Quand on est dedans, quoi. Voilà. Mais il faut le faire par passion, sinon c'est pas. Faut pas. Si c'est que des contraintes, vaut mieux arrêter, quoi. C'est faire pousser les plantes quand même au départ. On part d'une petite portion de plante ou d'une graine, on les fait pousser et puis c'est ce qui nous a toujours passionnés, je pense. Je sais pas, je vais laisser parler Bibi. Oui, mais c'est ça, ouais. Moi, c'est faire pousser une plante, pour moi, on fait la faire pousser, la mettre dans les conditions de pousser. Quand je vois qu'elle pousse et qu'elle devient super belle et tout, il y a quelque chose de magique, quoi. C'est la nature, en fait. Hein. Nous, on l'aide juste un peu, je dirais. C'est aider le mieux possible et puis on est super fiers quand ça marche, bien sûr. Ce qui m'a passionné le plus, justement, c'est l'élevage de chèvres. C'était mon truc. Et la vente. Ça a été pour moi, c'était une passion pour moi, le contact avec les clients. Ça a été le point de départ, quoi. Moi, c'est pareil. Surtout l'élevage de chèvres. Contact avec les chèvres et les animaux en priorité. Après aussi la vente avec les clients, le contact avec les clients, c'est intéressant. On ne fait pas toujours la même chose. On se fait pas engueuler par le patron, même si des fois on n'est pas toujours d'accord avec, même si c'est moi. Mais voilà, c'est vrai qu'on est au grand air, on fait des heures, mais bon, quelque part, c'est un peu varié, c'est pas très monotone. La liberté, que je croyais qu'on n'a pas toujours parce qu'on est tenu par le travail. La liberté, être mon maître et l'espace. À 14 ans, tu portais des sacs de 50 kilos. Et puis on n'avait pas le droit de se plaindre. On travaillait du lundi au samedi soir. Quand encore il ne fallait pas y revenir le dimanche matin. Ça c'était officiel, on travaillait du lundi au samedi soir. Hein. Après, il y a eu l'évolution, on ne travaillait plus le samedi après-midi. Après, ça a été le samedi toute la journée. Et tu vois, aujourd'hui, des fois, le vendredi après-midi, les entreprises ne travaillent pas. L'évolution des choses. Et les horaires, on n'en parlons pas. Les horaires, c'était 7h15, 7h30 le matin, jusqu'à midi, midi et demi. On reprenait à 1h, 1h15. On repartait sur les chantiers jusqu'à 6h, 6h30. Quand tu avais fini d'employer ta camelote, quoi. J'ai travaillé pratiquement dans toutes les maisons d'auto. Avec mon frère, puisque c'était mon frère le patron, quoi, à l'époque.
Alors, pour être tisserand, il faut un métier à tisser. Et le principe est de monter une chaîne sur le métier à tisser. Et après, on tisse la trame qui fait un tissu avec des différentes armures. Ça s'appelle des armures. C'est pas des points comme le tricot, c'est des armures. Ça fait un dessin sur le tissu. Voilà. Après, on a des tissus et dans lesquels on peut faire des vêtements, des plaids, des écharpes, des étoiles. Et le principe du tissage, c'est le croisement des fils. Hein, voilà. Je suis installée à Haute-Loire depuis une dizaine d'années, surtout pour des raisons de tourisme, avant tout, pour pouvoir vendre toutes mes créations. Et c'est plus facile comme ça pour moi. Et puis je travaille sur place, ce qui est plus facile. Comme ça, les touristes, les gens passent, je suis en train de travailler, ils me voient travailler. Et je vends en même temps mes productions. Et puis, auparavant, j'avais une exploitation agricole en Dordogne où nous faisions du fromage de chèvre. On avait 70 chèvres avec une trentaine d'hectares en pleine campagne et pendant 20 ans, nous faisions du fromage de chèvre. Les enfants sont arrivés et puis je me suis formée parce que ça me plaisait avant tout. J'ai toujours fait beaucoup de tricot, de couture. Donc la laine me plaisait beaucoup, il fallait que j'arrive à trouver quelque chose de différent que le tricot. Et donc j'ai commencé par apprendre à filer la laine et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est très méditatif, c'est très reposant, ça amène à la paix intérieure. Et donc après j'ai appris à tisser pour faire des tissus dans lesquels je fais des manteaux, des vestes, des plaids, des écharpes et des étoiles. Et puis j'ai continué, c'était intéressant. J'ai pas commencé par la maroquinerie, j'ai commencé par le cuir avec les masques de comédie et les masques de déco. De décoration et tout ça, le style Touareg. Puis après j'ai fait la maroquinerie. L'avantage du cuir, c'est que c'est hyper varié, on peut faire une multitude de choses sans avoir à se lasser du produit, quoi. Et le cuir, c'est une super matière. Ici, en saison normale, c'est... moi, j'ouvre 5 mois. Enfin, c'est même avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6 mois. Tu mets 2 mois avant quand même de préparation. Pour commencer à ouvrir. Et puis après, tu fais... pour mon cas, moi, je fais quelques foires de châtaignes. Et les marchés de Noël au moment de Noël, quoi. Voilà, la boucle est bouclée, quoi. Je suis arrivé dans le Lot après avoir habité en Bretagne, à Aix, en Provence, à Toulouse. Et on est arrivé là, ma compagne et moi là, par hasard, et franchement, ça nous a botté le coin, resté très sauvage, très humain, c'est un peu hors temps. Le nord du Lot, on voit l'architecture des maisons et tout ça, c'est resté magnifique, quoi. Donc il n'y a eu plus besoin de bouger une fois que tu as trouvé ton trou, comme on dit.
Avec la crise sanitaire que nous venons de traverser, beaucoup de mes connaissances se sont arrêtées parce qu'ils n'avaient plus les moyens de vendre leur tissage, puisqu'on était fermé longtemps. Tous les salons artisanaux se sont arrêtés. Et donc maintenant, c'est difficile de vendre notre production. Moi, j'ai la chance d'être dans un village touristique, il y a un peu de passage, mais c'est très difficile. Donc beaucoup de mes connaissances tisserandes, fileuses, tricoteuses s'arrêtent les unes après les autres. C'est plus un style de vie que les thunes. Les thunes, moi, si je calcule mon taux horaire, tout le monde se met en grève. Hein. Mais c'est pas pareil, je travaille à mon rythme, j'ai personne qui tutoie, et puis je fais ce que j'ai envie. Donc c'est pas non plus à comptabiliser comme des heures de travail. Enfin, toi, c'est complètement, c'est un style différent. C'est un style différent. De ma grand-mère, c'était un petit bar-restaurant de village où il y avait la convivialité, il y avait, les gens venaient pour manger parce que c'était une table très réputée. Il y avait, mon grand-père avait une ferme, donc il produisait ses légumes, il produisait ses volailles, ses agneaux. Si quelqu'un trouvait des cèpes ou des girolles, on mangeait la soupe de campagne. Après, on mangeait une omelette aux cèpes ou une omelette aux girolles. Et après, soit les volailles de chez mon grand-père ou de la viande locale, des desserts en fonction des fruits qu'il y avait de saison. Et puis le bar, il y avait toute une ambiance où tout le village se retrouvait au bar. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, la télé, donc le lieu de rencontre c'était le bar. Il y avait tous les papis du village qui venaient, été comme hiver, l'été qui jouaient à la pétanque, l'hiver qui venait jouer à la belote. Ils avaient leur petit rituel, été comme hiver, où il fallait un vitel cassis pas frais, un vitel citron frais, il fallait aller chercher esprit, l'eau. C'était des petits rituels marrants. Il y avait une table ronde très réputée où tout le monde se retrouvait à l'apéro. Moi j'avais l'impression gamin que c'était une table énorme, mais maintenant quand je la vois c'était une petite table de 4. Et puis ils se retrouvaient à 3, 4, ils buvaient l'apéro. S'il y en avait un 5e ou un 6e qui arrivait, ils buvaient tous les 6 verres qu'il avait en retard. Et puis ça faisait des apéros gigantesques. Et puis voilà, c'était marrant, il n'y avait pas tous les trucs de maintenant. Ma grand-mère elle avait un petit bar avec un petit évier en zinc ou à l'eau froide. Donc elle faisait toute sa vaisselle derrière son bar. Tu buvais, il y avait une bassine avec un peu de produit, mais bon, tu buvais un Ricard, elle avait les verres de Ricard, les verres de café. Tu buvais un café qui avait le goût de Ricard ou un café qui avait le goût de Ricard, ou un Ricard qui avait le goût de café. C'était plein de petites anecdotes qui étaient marrantes. Derrière, il y avait une treille où elle mettait des tables et elle servait à manger. Et après, l'évolution a fait que, comme c'était sa maison natale, elle a gardé sa maison. Et nous, on a rénové ce bâtiment pour créer l'auberge de la Fontaine en 1995. Et puis, au début, on a fait un peu à notre manière, tout en gardant l'esprit repas ouvrier, menu du jour. Et puis, petit à petit, moi, j'y ai mis ma patte de cuisinier. Et j'ai essayé de les faire évoluer faire des choses un peu plus élaborées, avec plus rentrer dans une cuisine du terroir, mais fine et inventive. Et puis au fil des années, on a évolué pour répondre aussi à l'afflux touristique.
Alors j'étais obligée de me lever très tôt le matin, 5h30, 6h tous les jours. Parce que j'avais des livraisons d'épicerie surtout. C'était l'épicerie le matin. Le jour le plus chargé, c'était le mardi. En épicerie, légumes, fruits, gaz et fromage. Les marchands de fromage, j'avais 2 fois la semaine, le mardi et le jeudi. Après, 1 fois par mois, j'avais la mercerie, c'était M. Almandou de Brive, un voyageur, et Farah Lagrama. Alors la mercerie, c'était les pantoufles, c'était la laine, c'était des petites culottes pour les dames, des chemises de nuit, des tabliers, tu vois, un petit peu de tout. Tu sais, ma boutique là, il y avait beaucoup d'étagères, mais c'était la caverne d'Ali Baba. On y trouvait de tout. On y trouvait même des fils de pêche, des fils à pêche, tu sais, ça se faisait à ce moment-là. C'était sur un bâton comme ça, et puis c'était entortillé. Des fils à pêche, de rustines pour accommoder les vélos. On y trouvait de tout. Et tous les 2 mois, j'avais la maison Godard à Gourdon, pour les pâtés, les foie gras, le cassoulet au confit, etc. Et 1 fois par mois, j'avais la maison de Noix à Brive, avec la moutarde violette et l'apéritif de Noix. Tous les 2 mois, le vin et les spiritueux, c'est-à-dire les vins de Cahors, Gaillac, Salers, Suze, Saint-Raphaël, Martigny, etc. Enfin bref, j'en oublie. J'avais la petite licence pour cette vente, c'était à l'époque obligatoire, on appelait ça la licence 4. Je n'avais pas d'autre moyen pour m'en sortir. Croyez-moi, ce n'était pas simple mon travail. Et mes 4 enfants, il fallait faire les repas, la lessive, le repassage, etc. Au lit le soir, 22, 23 heures, et souvent plus tard. Et le lever, toujours le même, 5h30, 6h. Je m'appelle Marcel Moreau et je suis le fils de l'ancien boulanger d'Autoir, Émile Moreau, et de la boulangère André Moreau. Je suis également le petit-fils de Marcelin Moreau, qui était boulanger à Autoir, et l'arrière-petit-fils de Antoine Moreau, qui était essentiellement fournier à Autoir. Mon père a continué le métier de boulanger dans le même esprit que son père, donc en faisant essentiellement du pain de campagne sur le vin. Et donc à cette époque-là, pour faire une fournée de pain, ça demandait pas mal de temps, puisque le pain était sur le vin. Donc mon père, par exemple, faisait 3 fournées de pain. Il commençait à 2 à 3 heures du matin, il finissait à 13 heures. Donc pour faire 3 fournées de pain, alors qu'en ville, on faisait pendant le même temps 4 voire 5 fournées de pain. Alors pour moi, mon métier, c'est pas de vendre des produits, c'est de les mettre en valeur. Et tous les choix des produits dans la boutique, ce sont des produits très souvent, des entreprises classées au patrimoine vivant français, comme la maison de Noix, où ce sont des maîtres décoristes, ce sont des gens qui sont installés depuis 1836. C'est l'amour des produits en fait. Moi, quand je propose des produits à des clients, j'essaye de faire partager cette qualité et ce savoir-faire français. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire moi, au travers de la boutique. Je ne peux fonctionner que comme ça. Voilà. Les marcheurs, je donne l'info, mais au retour de la balade, on va venir découvrir, c'est mon pétillant de raisin. Ça, vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est une petite boisson locale, 100% naturelle, qui est faite pour nous rafraîchir. Ça fait moins de 3 degrés d'alcool. Vous connaissez mon pétillant? Pas le vent. Ah ben à découvrir, parce que celui-là, pétillant de raisin, je suis le dernier producteur du Sud-Ouest, hein, depuis 2008. Et en 100% Mosaque, je suis le dernier de France. Et ouais, les pétillants naturels, à moins de 3, il n'y en a plus que 4-5 en France. Et là, ce qui est agréable, c'est qu'il est ni trop brun ni trop sucré. Donc si jamais vous voulez découvrir mon petit pétillant, quand vous voulez, il faut venir le goûter.
rencontré le pétillant de raisin et j'ai appris qu'il allait plus exister. Et du coup, je me suis lancé, je suis devenu négociant coproducteur au fil du temps pour maintenir le produit, le pétillant de raisin en vie. Donc ça, c'est un vin naturel qui fait moins de 3 degrés d'alcool. Une bouteille entière, ça équivaut à une simple bière. Et ça, c'est une petite boisson fraîche, une petite boisson locale maintenant, parce que ça, je ne le vends plus que dans le canton. Comme j'en fais que 30 000 bouteilles et que je suis un enfant du pays, je vends ça plus que sur Autoire et Rocamadour, du moins plus que dans le canton. Et ça, pour la petite histoire, ça existait depuis les années 60 et ça s'est perdu au détriment du pétillant industriel. Tout ce qui est à 0 degré n'est pas naturel, c'est gazifié. S'il y a un peu d'alcool là, c'est parce qu'on travaille encore le raisin, donc on maintient l'effervescence naturellement. Et ça, c'est la boisson de nos aînés. Nos anciens ne buvaient que de ça. Et ça s'est perdu au détriment du pétillant industriel. Et donc ça, voilà, j'en fais plus que 30 000 bouteilles. J'ai mes vignes dans le Tarn, j'ai ma maison mère à Rocamadour. J'ai un projet de réimplanter le Mosaque dans le Lot. Parce que c'est un cépage emblématique aussi du Lot. Et comme je suis un enfant du pays, je vends qu'une bouteille dans le Tarn, je vends ça plus que dans le canton. Quand je suis arrivée de Bretagne, c'est souvent ce que je dis en fait. Ma première visite a été pour Autoire, je suis venue visiter Autoire. Et donc quelques années après, j'étais en formation et on a vu, enfin c'est mon ami qui avait une maison à vendre sur Autoire. Et le lendemain on avait rendez-vous et elle m'a plu et on a acheté et en fait de fil en aiguille, voilà, j'ai eu l'idée de créer ma boutique et à la fois cette partie vente à emporter et cette partie produits du terroir parce que certains en fait n'ont pas de boutique pour exposer leurs produits. Donc c'était aussi une façon de montrer leur travail et je trouve que c'est intéressant de travailler avec des artisans. Et pour une fois, c'est pas moi qui vais le dire. Est-ce qu'il est bon, mon pétillant? Il est excellent. C'est Alors, obligatoire. C'est un vin naturel unique à chez nous qui est fait pour nous rafraîchir. Ça fait moins de 3 degrés d'alcool. C'est encore moins alcoolisé que le cidre. Et c'est une petite boisson, voilà. Si jamais vous voulez... Alors pourquoi je suis venu à Autoire, ça a été le hasard, ça. C'est qu'au départ, quand on a décidé de maintenir le pétillant en vie, on ne pouvait pas vivre que du pétillant. Donc il fallait l'accompagner de quelques collègues. Depuis la première fois qu'on a fait goûter le pétillant, les gens ont su nous dire que c'était bon, mais que ça serait bien si on avait un bon rouge, un bon rosé à présenter. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais destiné mon pétillant de raisin dans les campings avec les vins, mais comme j'ai vu qu'au bout d'une semaine, on avait vendu 3 bouteilles, alors j'ai compris qu'il fallait se présenter. Alors on s'est présenté dans les campings, mais au bout de la semaine d'après, on avait vendu 2 cartons à peine. Il n'y avait pas de quoi vivre, si je peux dire. Et un jour, je suis passé par hasard voir Nicolas Gary, qui est le petit-fils à Émile Barre, le fils à Chantal. Je suis passé le voir ici à Autoire, parce que c'est un bon ami à moi. Et puis là, je me retourne et puis je vois plein de touristes, je vois plein de personnes qui visitent ce village. Et encore à l'époque, il y a 13 ans de ça, c'était beaucoup moins populaire que maintenant. On faisait beaucoup de pots d'accueil à l'époque pour faire venir les gens à Autoire, leur dire « Ah ouais, il faut venir à Autoire ». Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait plein de monde et j'ai demandé tout simplement à Nicolas, si je mets 2 tonneaux et une planche là, est-ce que je pourrais vendre du vin? Est-ce que tu me prêterais ta cave? Et voilà comment ça s'est passé. Et je faisais venir les gens et un jour, Paulette est venue m'acheter du vin et Paulette m'a encouragé, elle m'a dit « J'ai vu que toi tu te démenais pour vendre du vin, donc ça me plaît, j'ai une petite retraite mais je viens t'acheter mon vin chez moi » et elle m'avait pris, je crois à l'époque, 6 cartons. Et dans la foulée, j'ai demandé à Nicolas, mais c'est qui a l'emplacement en face du restaurant, là, ce garage-là. Il me dit, c'est à Paulette. Et du coup, ça s'est joué comme ça. Et puis l'année d'après, j'ai pu intégrer cet emplacement, ce point de vente que j'ai du coup depuis 2010, je crois.
C'est un hasard en fait. J'habite pas très loin, hein, mais il y avait une jolie boutique vide, enfin des murs vides, et j'avais envie d'ouvrir une boutique de produits régionaux et de valoriser des produits dans ce beau village. Voilà. Et tout simplement parce que son père avait le four à Autoir, son grand-père aussi. Et donc il a continué le métier de boulanger à Autoir. Il n'avait pas de raison de partir ailleurs. En plus, bon voilà, il avait en plus de sa boulangerie, il avait quelques hectares de terrain, des noyers, des brebis, et voilà, voilà, il vivait des vignes. Donc voilà, il a continué comme ça. Parce que j'aime Autoir, parce que je suis tombée amoureuse d'Autoire tout simplement, et que c'est un endroit agréable à vivre, et c'est vrai que je dis souvent Autoire est un endroit propice à la balade et à la réflexion. Et c'est vrai que la cascade est de toute beauté, et le cirque d'Autoire est splendide. Que ce soit été comme hiver, même si en hiver c'est un peu plus sombre. J'aime Autoire. Disons que dans le village d'Autoire, c'est compliqué parce qu'on a énormément de tourisme, donc on passe quand même entre 100 et 120 000 visiteurs. Alors c'est du travail tous les matins, les poubelles, les WC publics et la journée, si on veut avoir un village propre, quoi. Alors j'y suis tous les matins, tu vois, depuis 7h30 du matin, tous les jours, 7 jours sur 7. Y compris les jours fériés et les dimanches, voilà. Et je prends mes vacances fin septembre, justement par rapport au travail dans la commune. Voilà. Après l'évolution de la commune, on a commencé à faire de nouveaux parkings parce que ça devenait ingérable. Les gens se garaient n'importe où, les pompiers n'avaient plus d'accéléré. Donc on a fait le second parking qui se trouve en haut. On a refait les WC publics. On a supprimé les lignes électriques qui allaient sur la cascade, qui encombrer un peu le paysage, alors donc on a fait ça, et les aménagements du village, qui ont duré près d'un an, et on en a un beau résultat, quoi. Voilà. Au creux de cette vallée se cache un village où des femmes et des hommes ont construit son histoire. Ils sont paysans, artisans et commerçants. Certains ont repris l'affaire familiale, d'autres sont tombés par hasard ici et se sont peu à peu attachés au village. J'ai aimé les écouter, comprendre leurs difficultés, et j'ai vu à quel point ils aiment leur métier. Grâce à toutes ces personnes actives dans le village, Autoire reste vivant.